We have before us the opportunity to forge a new world order. Ladies and gentlemen, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Am Israël Chai. Très chers auditeurs de RFM, bonjour à tous, je suis Julien de RFM et je vous souhaite la bienvenue dans cette 15e édition de l'émission Chronique de la paix universelle. Cette émission sera découpée en deux parties. La première partie se déroulera en compagnie de Youssef Indy. Bonjour Youssef. Bonjour Julien, bonjour à tous. Où nous parlerons essentiellement de son nouveau livre consacré au célèbre chroniqueur, journaliste et essayiste Éric Zemmour. Dans la seconde partie, je serai en compagnie de Geroid Aucolmain, où nous vous dévoilerons les enjeux et les fondements du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des conflits actuels entre la France et la Turquie, et nous reviendrons également sur les élections américaines dont les résultats sont imminents. Nous commençons donc cette émission par un retour sur le nouveau livre de Youssef Indy intitulé « L'autre Zemmour », dont une partie est disponible gratuitement en téléchargement sur le site l'autrezemmour.fr. Éric Zemmour est principalement connu pour ses critiques virulentes concernant l'immigration et l'islamisation de la France, qui s'opèrent sous le prisme de l'idéologie de l'antiracisme et du multiculturalisme. Ces idéologies qui, selon lui, empêchent l'assimilation des populations immigrées à la culture française, car elles nient la valeur et la primauté de la culture française sur le sol français. Son discours est principalement axé sur une réhabilitation de l'identité et de l'idéologie française, notamment critiqué par Bernard-Henri Lévy dans son livre éponyme, L'idéologie française. Livre dans lequel il considère que la psyché du peuple français d'avant-guerre est intrinsèquement fasciste, et donc de ce fait rangée, selon ses termes, dans la catégorie de l'immonde, du morbide, de l'illégitime, de tout ce qui est digne d'être exterminé. Zemmour semble se poser contre BHL, notamment dans la réhabilitation de grandes figures patriotes françaises, notamment celle du maréchal Pétain. Par ses positions anti-féministes, anti-immigrationnistes, ses critiques contre le libéralisme libertaire, sa défense de l'histoire et de l'identité française, incite le monde médiatico-politique à le décrire comme un polémiste d'extrême droite, et surtout à amener une confusion entre ses idées et les valeurs de la droite traditionnelle, défendues notamment par Égalité-Réconciliation, en raison de la similitude des thèmes abordés, des critiques effectuées contre les avatars de notre monde moderne, et aussi des quelques condamnations mineures qui lui sont tombées dessus après avoir professé quelques propos politiquement incorrects, mais qui restent sans commune mesure avec celles subies par notre cher président Alain Soral. Zemmour s'est donc forgé une image de patriote défenseur de la nation française. Mais cette image n'est qu'une facette de son personnage. Youssef Indy, dans son nouvel ouvrage, s'est évertué à décrire l'autre facette, l'autre Zemmour. Cet autre Zemmour, qui est-il ? Je ne poserai pas la question en ces termes. Dans mon ouvrage, alors pour préciser, l'ouvrage dans son entièreté n'est pas encore sorti. Il paraîtra, si Dieu veut, en janvier prochain. Et je le répète, pour ceux qui veulent lire la version courte et gratuite, elle est disponible sur le site l'autrezemmour.fr. L'objectif de ce livre n'est pas de révéler simplement le double discours d'Éric Zemmour, parce qu'il y a un double discours chez Éric Zemmour, et je dirais même un double discours évolutif. En fonction du contexte et des périodes, il est capable de changer son fusil d'épaule, modifier son discours, se contredire. La véritable question, c'est quel est le rôle d'Éric Zemmour ? Comment se fait-il que ce personnage présenté comme sulfureux, opposé au système, soit promu par le système lui-même. Je rappelle que les patrons d'Éric Zemmour ont pour nom Dassault, milliardaire de l'industrie de l'armement, Serge Nedjar, Maxime Saada et Vincent Bolloré. Dans la version longue de mon ouvrage, je reviens là-dessus, je reviens aussi sur la famille, la famille Bolloré, et vous aurez quelques surprises d'ailleurs. Donc en fait, ce que j'explique entre autres choses, c'est que Éric Zemmour est autorisé à pointer du doigt certains problèmes de la société française, à raison,
On peut dire qu'il a raison de critiquer l'immigration massive. On peut dire qu'il a raison de s'attaquer à la République qui a détruit le catholicisme, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'Éric Zemmour ne va jamais au bout de la critique. C'est-à-dire qu'il pointe du doigt les effets sans jamais remonter à la cause. Et en fait, l'autre Zemmour, disons, c'est pas un Zemmour caché. L'autre Zemmour, le livre L'autre Zemmour permet de comprendre l'entièreté de son discours et de comprendre pourquoi une partie de l'oligarchie française lui donne la parole et le protège. D'ailleurs, il y a une stratégie du pouvoir à la fois exposer Zemmour, l'attaquer et le protéger. Lors d'un échange que j'ai eu avec Éric Zemmour, il m'avait mis au défi de démontrer qu'il était un plagiaire. Parce que je lui avais dit, effectivement, contrairement à vous, moi j'écris l'entièreté de mes livres. Et il m'a dit, je vous mets au défi de prouver que au moins une page de mes livres n'a pas été écrite de ma main. Et je le fais dans le préambule de la version longue qui paraîtra, pas seulement pour démontrer que Éric Zemmour est un imposteur intellectuel, mais surtout pour démontrer qu'il est protégé par le système. Parce que ce plagiat que j'évoque ici est prouvé, démontré, sans aucune ambiguïté, sans aucun doute. J'en apporterai toutes les preuves. Mais ce qui est intéressant, c'est que les journalistes de gauche et de droite l'ont couvert. Et c'est ainsi qu'il a pu monter dans les médias. C'est un plagiat dont il s'est rendu coupable au début des années 2000 et qui lui a permis de se faire connaître du grand public. Et il n'a connu aucune entrave, en fait, dans cette ascension. Alors, parce que dire qu'Éric Zemmour est d'extrême droite, fasciste, raciste, non, par la gauche, en fait, c'est des accusations lancées par la gauche, c'est en fait lui tresser des lauriers. Parce que du point de vue de son public, ces insultes sont plutôt vues comme des compliments. Mais si on démontrait, comme je le fais dans cet ouvrage, entre autres choses, dès le préambule, que Éric Zemmour est un imposteur intellectuel, non seulement qui plagie, mais qui en plus tord les propos de certains savants qu'il cite. Là aussi, j'en fais la démonstration. Donc, toute la stratégie du système, de l'oligarchie, consiste à le diaboliser, le faire condamner à des petites amendes, quelques milliers d'euros. Là, récemment, il a été condamné à 10 000 euros. Mais il faut savoir que 10 000 euros d'amende, mais il faut savoir qu'Éric Zemmour est payé a comme salaire mensuel plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, ça correspond à quasiment rien pour lui. C'est rien. Ouais. Et sans parler de ces livres qui sont largement promus, qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et qui lui rapportent par conséquent des millions d'euros en droits d'auteur. Donc il est millionnaire. Donc quand vous condamnez, je ne sais pas, un petit prof de maths comme Vincent Renoir à 10 000 euros d'amende, vous le tuez socialement. Mais quand vous condamnez Éric Zemmour à 10 000 euros d'amende, en fait, c'est une sorte pour lui, c'est un investissement. Vous voyez, bien sûr, c'est un investissement qui le valide en tant qu'opposant au système. S'il était condamné à 1 million d'euros d'amende, là, on pourrait commencer à se poser la question. Ouais. Ces condamnations sont vraiment symboliques et servent vraiment à lui donner une image d'opposant. Ça me rappelle Jean-François Kahn, qui disait qu'après avoir reçu une condamnation de 5 000 euros, Éric Zemmour subissait une fatwa du système. Il avait dit ça il y a quelques années. Et pour revenir un peu plus sur son discours, dans une chronique très récente sur CNews qui date du 19 octobre, qui était consacrée à la fameuse décapitation du professeur Samuel Paty, la journaliste Christine Kelly pose la question à Éric Zemmour des causes et des responsabilités de cette décapitation, de cet acte terroriste, comme ils le décrivent. Et Zemmour en parle, il fait une analogie avec des poupées russes.
Il dit tout d'abord que le terrorisme, donc c'est-à-dire la décapitation ou d'autres actes comme les attentats de Charlie, l'attentat du Bataclan, sont la plus grande poupée, la poupée supérieure, c'est-à-dire l'acte que l'on voit. Que ce terrorisme est causé par une poupée à l'intérieur qui serait l'islamisme radical, qui lui-même viendrait de l'islam, qui serait le terreau de l'islamisme radical, le fournisseur de textes, d'idéologies, de hadiths, servant à légitimer le terrorisme, et que cet islam viendrait de l'immigration. Pour vous, donc, vous disiez tout à l'heure que cette description des mots de la France restait incomplète, de simplement rester sur l'immigration. Alors, le terrorisme, on peut le combattre en utilisant, du point de vue de l'État, en utilisant ses services de renseignement qui sont censés faire leur travail correctement. Mais en amont, empêcher le terrorisme, c'est éviter que des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar investissent en France et je dirais même investissent dans la communauté musulmane en France, notamment sa jeunesse, en la manipulant et en diffusant cette idéologie qu'on appelle le wahhabisme, qui est une hérésie apparue au XVIIIe siècle. Or, ce que ne dit pas Éric Zemmour, c'est que les dirigeants français, depuis des années, notamment depuis Nicolas Sarkozy, entretiennent des liens très forts avec ces pétromonarchies qui sont les pourvoyeurs idéologiques et financiers du terrorisme. Je vous donne des exemples très concrets. J'en ai parlé dans une vidéo récente qui s'appelle Zemmour, le terrorisme et la guerre civile. Et vous en parlez également dans la version gratuite de l'autre Zemmour. Voilà, j'en parle dans la version courte de l'autre Zemmour. Je vous donne des exemples précis. Nicolas Sarkozy, sous l'influence notamment de Bernard-Henri Lévy, a détruit la Libye, le pays avec le niveau de vie le plus élevé en Afrique. Il l'a fait notamment avec l'aide du Qatar, qui a été très actif durant cette guerre, via sa propagande, Al Jazeera, mais aussi en envoyant des mercenaires sur place. Une fois cette guerre terminée, Nicolas Sarkozy a été remercié, par ailleurs, par le Qatar, qui lui a versé 100 000 euros pour une conférence de 45 minutes qu'il a donnée à Doha, au Qatar. Des hommes, Georges Malbruno et Christian Chesneau ont révélé, donc deux grands reporters français, ont révélé qu'un certain nombre d'hommes politiques français, des députés et des ministres se rendaient à l'ambassade du Qatar pour recevoir des cadeaux, des Rolex à 6 000 euros, à 60 000 euros, 6 000 euros pour les députés, 60 000 euros voire plus pour les ministres. Il s'agit là de corruption. Et en fait, un des objectifs de cette corruption, c'est arroser la classe politique française et pousser la France à s'aligner sur la politique saoudienne et qatari. Et aussi autoriser ces pays, l'Arabie Saoudite et le Qatar, à investir en France et à manipuler une partie de la jeunesse musulmane en France. Manuel Valls, qui a déclaré récemment qu'il avait pointé du doigt l'ennemi, à savoir l'islamisme, déclarait, il y a encore quelques années quand il était en poste, quand il était Premier ministre, que l'Arabie Saoudite et le Qatar combattaient le terrorisme et Daesh. C'est une blague. Il est de notoriété publique que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé le terrorisme et diffusent une idéologie wahhabite, donc terroriste. Il a passé en 2015, juste avant les attentats du 13 novembre, Manuel Valls, un contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite de 10 milliards d'euros. Donc, c'est ce dont ne parlera pas Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a lu la version courte, a pour la première fois parlé justement à la télévision de ces hommes politiques qui se rendaient à l'ambassade du Qatar pour toucher de l'argent, etc. Il n'en avait jamais parlé auparavant. Mais pour lui, quand il en parle, c'est séparé du reste. Quelque chose d'annexe. Voilà, c'est annexé. C'est une des tactiques d'Éric Zemmour, c'est de séparer les sujets. Or, si on combine, notamment sur le terrorisme, si on combine ces différents faits,
qu'est-ce qu'on voit ? On voit des hommes politiques français qui sont arrosés, corrompus par les pétromonarchies. Et plus on a des dirigeants français ou autres corrompus par ces pétromonarchies, plus le nombre d'attentats sur le sol du pays augmente. C'est un simple fait. Maintenant, sur l'autre volet du propos d'Éric Zemmour, il dit que les attentats sont le fait du fondamentalisme, c'est-à-dire le fait de revenir au texte, c'est-à-dire le Coran. Et il affirme par ailleurs que l'Arabie saoudite diffuse à travers le monde ce fondamentalisme. C'est faux. L'Arabie saoudite ne diffuse pas le fondamentalisme islamique. Il diffuse une doctrine qu'on appelle le wahhabisme, qui est une hérésie qui est apparue au XVIIIe siècle et qui a été condamnée par toutes les écoles juridiques de l'islam. Hanbalite, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, les 4 écoles sunnites, auxquelles s'ajoutent les chiites d'Irak. Donc on a affaire à une hérésie. Si on va au texte, il nous dit qu'il faut aller au texte coranique. Là aussi, je l'ai mis au défi. Je lui ai dit en privé, trouvez-moi les versets du Coran dont vous parlez. Donc, vous nous dites qu'il est écrit dans le Coran noir sur blanc qu'il faut égorger les Juifs et les chrétiens. Il a été incapable de me trouver ces versets puisqu'ils n'existent pas. Autre chose, le terrorisme est, du point de vue du droit musulman, totalement opposé à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'en islam, on ne peut déclarer une guerre que si on est un chef politique reconnu et sur un territoire donné. On ne peut pas, un musulman ne peut pas, à titre individuel, se lancer dans une guerre contre X. C'est interdit. Ce n'est que l'autorité politique qui peut le faire. Et c'est tellement vrai que si on veut parler de fondamentalisme, revenons à l'histoire. À l'époque du prophète, lorsqu'il était à la Mecque, persécuté pendant 13 ans par les Mécois, le Coran lui a toujours interdit de lever les armes contre les Mécois. Il a toujours empêché ses ouailles, les musulmans, de lever les armes contre les Mécois. Ce n'est que lorsqu'il est parti à Médine et que les Mécois ont lancé une offensive contre lui, c'est la fameuse bataille de Badr, la première bataille, qu'il a reçu l'autorisation par la révélation coranique de combattre les Mécois. Et d'ailleurs, il ne l'a même pas fait à l'intérieur de la cité de Yathrib, de Médine. Il est sorti de la ville pour que la cité ne soit pas touchée par cette bataille. Donc, ça, c'est la réalité historique, juridique. Le terrorisme, donc le terrorisme qui est lié à un certain nihilisme et à l'anarchisme, n'a rien à voir avec la tradition islamique. Et là, si vous voulez savoir d'où ça vient, je vous renvoie par exemple à la lecture de Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, où on apprend par ailleurs que les premiers terroristes qui ont voulu déstabiliser l'empire tsariste étaient issus de familles juives talmudistes qui ont donné naissance par la suite au bolchevisme, la fameuse révolution sanglante. Donc ce n'est pas une tradition islamique, mais par la suite, des organisations musulmanes, notamment les frères musulmans, qui sont issus de loges maçonniques, parce que les pères spirituels des frères musulmans, donc les pères spirituels de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, sont tous issus de loges maçonniques. Al-Afrani, Mohammed Abdou, et même le maître de Hassan al-Banna, Rashid Rida, et il est documenté, il est prouvé que Hassan al-Banna a fondé les frères musulmans sur le modèle des loges maçonniques, avec un rite initiatique propre aux loges maçonniques et qui ressemble beaucoup au rite initiatique des jeunes Turcs, ceux qui ont massacré les Arméniens. Donc on a affaire à une tradition qui est étrangère à l'islam, mais qui a infiltré l'islam. Voilà pour Éric Zemmour, qui malheureusement n'a aucune connaissance de l'histoire de l'islam ni du droit musulman. De tout ce que vous dites, on voit que son discours est centré sur des amalgames qui sont assez grossiers. Il parle de l'Arabie saoudite, du fondamentalisme, du wahhabisme, qui synthétise dans un
dans son concept un peu confus de ce qu'il appelle l'islamisme radical. Et il y a une question que j'avais envie de vous poser, c'est que dans cette même chronique, il a déclaré qu'il ne s'attaquait pas à tous les musulmans, qu'il ne faisait pas d'amalgame, qu'il y avait un islam à protéger, celui qui concerne la foi pure, la spiritualité, le jeûne, les prières et les pèlerinages, mais que le souci profond, enfin de là où venait toute sa critique, venait du fait que l'islam était également un projet juridico-politique. Et il dit, je cite, « Moi je le sais que c'est un projet juridico-politique parce que le judaïsme des origines était comme ça. Le judaïsme d'il y a 2000 ans était un projet juridico-politique avec des juges qui tenaient lieu de rois. Dans l'islam, c'est la même chose. L'islam a repris ça. » Oui. Et du coup, je voulais vous demander quelles sont les similitudes qu'il trouve entre l'islam qu'il critique et le judaïsme d'il y a 2000 ans, comme il dit. Alors, il commet en fait une erreur méthodologique qui est très répandue. C'est-à-dire que quand vous venez d'une tradition, le grand islamologue Norman Daniel, qui a écrit un livre fameux au début des années 60 qui s'appelle Islam in the West, expliquait bien cela. Quand vous venez d'une tradition, une civilisation, une tradition religieuse, et que vous critiquez ou vous analysez une autre tradition religieuse, souvent vous commettez l'erreur de transposer votre tradition sur la sienne. Très peu de gens, à part les spécialistes, se décentrent pour analyser une tradition à partir d'elle-même, à partir de sa propre histoire, à partir de ses propres références. Et Éric Zemmour, là, commet cette erreur, c'est-à-dire qu'il transpose le judaïsme sur l'islam qu'il n'a pas étudié. Alors, il dit « l'islam est un projet théologico-juridique ». Bon, je vais faire un résumé historique très rapide. Si vous prenez le Coran, le corpus juridique du Coran, c'est-à-dire les règles, les commandements, correspondent à 5% du Coran, du corpus. D'accord ? Si vous prenez la Torah, le Pentateuque, les 5 livres du Pentateuque, à partir, on va dire, des 2/3 du livre de l'Exode, donc c'est le 2e livre, jusqu'à la fin, vous avez une batterie de commandements, de règles, etc. Des centaines et des centaines de lois. 613 mitzvot, les 613 lois et commandements. Alors, le judaïsme est fondamentalement, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme. Et sur l'islam, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Donc, à partir du 2e tiers de l'Exode jusqu'à la fin, vous avez une batterie de lois, de commandements, notamment concernant les sacrifices expiatoires, rémunérateurs, etc. Donc, dès l'origine, le judaïsme est une religion qui est premièrement fondamentalement matérialiste, parce que dans la Genèse, l'Éden n'est pas dans l'au-delà, il est sur Terre, quelque part en Mésopotamie. Et deuxièmement, c'est un projet effectivement théologico-juridique, avec des règles très, très, très strictes. Pour ce qui est de l'islam, donc j'y reviens, au départ, je vous l'ai dit, dans le Coran, les lois, les commandements, c'est 5% du corpus. Mais il va y avoir des écoles juridiques qui vont naître dans le monde musulman, qui vont se développer, et là, vous allez avoir un monumental corpus juridique. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la naissance d'un État et d'un empire et d'empires successifs. Donc, pour gérer un empire, pour les Européens qui ont une culture historique de longue durée, ils savent que l'Empire romain s'est constitué, a perduré, notamment grâce à un corpus juridique, une philosophie du droit très, 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 très dense. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde musulman. On a eu des fuqaha, des juristes qui même ont eu un pouvoir très très important, parfois même critiqué au sein du monde musulman, comme par exemple par le grand juriste et mystique Abu Hamid al-Ghazali, 11e, 12e siècle, qui pointait du doigt l'extrême rigueur, voire le fanatisme de certains fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes. Donc, vous allez avoir cela. Donc, pour revenir à la situation française,
les musulmans qui vivent en France ne sont pas soumis à ces corpus juridiques islamiques qui se sont développés pendant des siècles. Ils sont soumis à des règles élémentaires qu'on peut trouver dans le Coran, de conduite, morale, etc. etc. Mais ils n'ont pas vocation à importer de l'extérieur des écoles juridiques. Pourquoi ? Parce que, historiquement, ces écoles juridiques, par exemple, celle qui s'est développée au Maghreb, c'est l'école malikite. Celle qui s'est développée en Asie, c'est l'école hanafite. Les écoles juridiques, le droit musulman est très plastique. Il va s'adapter à l'anthropologie, à l'histoire, à la géographie, à la société, en somme. Et vous ne pouvez pas faire venir ou adapter un corpus juridique qui s'est développé durant des siècles dans une ère civilisationnelle donnée en France. D'ailleurs, si vous discutez avec des musulmans que vous croisez dans la rue ou ailleurs, aucun d'entre eux n'est un juriste accompli. Il va pratiquer sa religion sans être un grand spécialiste des arguties des différents fuqaha à travers les siècles. Mais là encore où il confond islam et judaïsme, puisqu'il dit à un moment donné, oui, de toute façon, dans le projet de l'islam, il y a un séparatisme, les musulmans doivent vivre entre eux séparés du reste. Là encore, il fait une analogie entre histoire du judaïsme et histoire de l'islam. Dans l'islam et dans le monde musulman, les sociétés multiconfessionnelles existent depuis le début. Si les chrétiens fuient la Syrie ou l'Irak, ce n'est pas à cause de l'islam, c'est à cause des terroristes financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, armés par l'État français, du propre aveu de François Hollande, et des autres puissances occidentales. C'est cette alliance qui a massacré en premier lieu des musulmans, sunnites, chiites, et des chrétiens au Proche-Orient. Mais jusque-là, et depuis les origines, il est prévu dans le droit musulman le statut de protégé des gens du livre, c'est-à-dire des juifs, des chrétiens, des sabéens, et même des zoroastriens. Il n'est pas prévu dans la loi islamique, depuis l'origine, de vivre séparés des autres. On peut vivre dans la même société, mais une société avec différentes communautés. On travaille ensemble, on vit ensemble. Vous avez toujours eu des ministres dans le monde musulman qui étaient chrétiens, notamment arméniens, etc. Or, le séparatisme, c'est un projet du judaïsme depuis l'origine, surtout en fait depuis l'avènement du christianisme. Mais déjà avant, si vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie, quand Esdras revient de son exil à Babylone, il chasse les femmes cananéennes et leurs enfants avec qui se sont mariés en fait les Judéens. Donc il y a une épuration ethnique. Et donc c'est de là que vient le séparatisme. Il s'est accentué avec le Talmud quand le christianisme est né parce qu'il s'agissait du point de vue des rabbins, devenus les chefs de la communauté depuis la disparition de la lignée royale davidique, de protéger les juifs du christianisme, les empêcher de sortir de la communauté juive et de se convertir. Donc, c'est le judaïsme qui ghettoise les juifs. Ce n'est pas l'islam qui ghettoise les musulmans. D'accord, merci beaucoup Youssef. Donc de tout ce que vous dites, on voit que Zemmour dispose de piètres connaissances en théologie et que sa vision de l'islam se rapproche beaucoup du discours néoconservateur américain qui, vous en avez parlé dans un de vos livres, Le mythe fondateur du choc de civilisation, pousse justement au choc des civilisations. Vous en avez également parlé dans Occident et Islam, tome 1. C'est-à-dire, le choc des civilisations, dites-moi si je me trompe, mais c'est une stratégie géopolitique issue du judaïsme qui tend à subvertir à la fois la religion chrétienne et la religion musulmane et à les faire se battre entre elles pour l'avènement du royaume d'Israël. Et ce que je voulais vous demander, c'est ce néoconservatisme américain, est-ce que vous pourriez mieux nous le définir ? Et en quoi la dictature qui se met en place en France aujourd'hui est l'issue de cette ligne idéologique ? Alors, vaste question. Le néoconservatisme, comme je le rapporte notamment dans l'autre Zemmour,
est issu d'une pensée de juifs américains immigrés d'Europe, qui étaient des trotskistes. Je cite notamment dans mon ouvrage Jean-Pierre Chevènement, qui avait écrit un texte sur le néoconservatisme. Il citait notamment Strauss, Bloom, les pères du néoconservatisme. Donc c'est des gens qui viennent de l'extrême gauche, comme en France Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, et qui sont passés à l'extrême droite, c'est-à-dire qui ont développé une idéologie pour les États-Unis au service de la politique israélienne. En fait, comme l'ont démontré John Mearsheimer et Stephen Walt, les deux universitaires américains, dans leur livre Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, tout le néoconservatisme, en gros, tourne autour d'Israël, à la protection des intérêts israéliens. Pousser les États-Unis dans des guerres successives ordonnées par le lobby pro-israélien, les dirigeants israéliens. Donc, pour qu'Israël atteigne des objectifs stratégiques dans la région, c'est-à-dire précisément détruire ses ennemis, l'Irak, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie. Voilà en somme. Et le néoconservatisme a eu le vent en poupe sous l'administration George W. Bush, notamment avec les attentats du 11 septembre. Le néoconservatisme et le terrorisme marchent toujours ensemble. Quand vous avez une augmentation du terrorisme, vous avez une remontée en puissance du néoconservatisme. Quand vous avez une remontée en puissance du néoconservatisme, vous avez une remontée des actes terroristes. C'est une observation, c'est factuel. Vous avez aujourd'hui en France Manuel Valls qui revient, le terrorisme qui revient. C'est curieux. C'est une observation que je fais. Ils ont des réactions à chaque fois, l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas, mais il y a une coïncidence. Voilà. Il y a une coïncidence flagrante. Donc, mais à partir de l'élection de Donald Trump, qui a milité, lui, une certaine partie de l'appareil militaire au Pentagone pour un isolationnisme. C'est-à-dire Donald Trump est effectivement le premier président des États-Unis à ne pas avoir déclaré de guerre durant son mandat. Mais le néoconservatisme, alors ça je l'explique aussi en détail dans mon livre L'autre Zemmour, et j'explique même dans la version courte et plus encore dans la version longue, comment les réseaux, les lobbies pro-israéliens aux États-Unis et en Europe ont importé cette idéologie en Europe via l'Angleterre, l'Union européenne, la France. Comment ils ont importé le néoconservatisme? En fait, la France a toujours un train de retard par rapport aux États-Unis, et même concernant le néoconservatisme. Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, Dominique de Villepin et Jacques Chirac s'étaient opposés à la guerre contre l'Irak, et c'était à l'époque, même Hubert Védrine critiquait ce néoconservatisme. Et lorsque Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy, Hubert Védrine avait dit à l'époque « Il est quand même curieux de voir le néoconservatisme disparaître aux États-Unis et être défendu maintenant en France ». Donc depuis en fait l'époque Sarkozy, ce néoconservatisme, c'est-à-dire ce discours en fait pro-israélien de séparatisme, de guerre civile, est monté en puissance. Donc ce qu'il faut voir, c'est pas Zemmour qui n'est que l'arbre qui cache la forêt, c'est toute la forêt derrière qui explique Éric Zemmour. Sans toute cette forêt, sans cette idéologie, sans les réseaux qui poussent vers cette idéologie, et Éric Zemmour n'existe pas, ou du moins il n'existe pas avec ce discours-là. D'accord, très bien. Merci pour votre intervention, Youssef. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Par rapport à la situation actuelle, coronavirus d'un côté, attentat de l'autre, néoconservatisme d'un côté et dictature sanitaire de l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on voit là une fusion des deux qui permet de maintenir la population française sous tension, dans la peur, et en fait essayer de conjurer la révolte des Français, parce que il ne faut pas oublier une chose. C'est comme en géopolitique. Vous avez les constantes et les variables. La constante en France, la société française de ces dernières années, c'est l'appauvrissement et
par réaction, la révolte. On a vu ça avec les Gilets jaunes, on a vu ça avec la réforme des retraites. Toute la stratégie du pouvoir et de ses porte-paroles comme Éric Zemmour, c'est d'empêcher cette révolte, malgré l'appauvrissement croissant des Français, en détournant son attention, un, par la peur, et deux, par une tentative de déclenchement de guerre civile. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous allez être rattrapés par la réalité. Parce que le variable, c'est coronavirus, c'est quelque chose d'inattendu. C'est les attentats, c'est quelque chose qu'on peut prévoir, mais pas avec exactitude. Ce sont des variables. Après, le pouvoir politique et médiatique peut grossir l'importance de ces événements. On voit qu'on grossit l'importance du coronavirus, avec le nombre de cas qui explose tous les jours à cause des tests qui sont excessivement sensibles. On peut aussi aggraver dans les médias et dans les médias effectivement l'importance des actes terroristes. Statistiquement, ce n'est pas très important, mais c'est spectaculaire et ça occupe l'espace médiatique. Ça, ce sont des variables. Ce sont des événements spectaculaires qui attirent l'attention momentanément. Mais ce que je leur dis, c'est que vous ne pouvez pas remplacer les tendances lourdes, la longue durée, les constantes, par les variables. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Les Français vont continuer de s'appauvrir de plus en plus à cause du confinement, du semi-confinement, du couvre-feu. Et la réaction inévitable, mécanique, ça va être l'explosion d'une révolte beaucoup plus massive et beaucoup plus violente que celle des Gilets jaunes. Donc, moi, de mon point de vue, c'est ce que j'attends. Donc, ce que je dirais aux auditeurs ou aux gens qui me suivent et qui m'écoutent, c'est de rester calme, de ne pas répondre aux provocations, aux insultes des uns et des autres, parce que c'est une tempête momentanée qui laissera place à un tremblement de terre qui, lui, sera inévitable et durable. Merci Youssef. J'invite donc nos auditeurs, s'ils veulent creuser la question, à se procurer les ouvrages de Youssef Indy, notamment Occident et Islam, tomes 1 et 2, Chronique du sionisme, et à aller télécharger la version courte de son prochain ouvrage, L'autre Zemmour, qui sera disponible en janvier prochain. Merci, à bientôt. We have before us the opportunity to forge a new world order. Israel Chai. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Personne ne pourra s'y opposer. Alors, pour la deuxième partie de cette émission, je me trouve en compagnie de Geroyd. Bonjour Geroyd. Bonjour Julien. Avant d'entamer les grands sujets de géopolitique, je souhaitais revenir un moment sur les récents événements qui ont secoué la France dernièrement. Je veux parler des attentats, la décapitation de Samuel Paty et l'attaque au couteau qui a fait 3 morts jeudi 29 octobre à Notre-Dame de Nice, où l'assaillant, tunisien de 21 ans, a assassiné 2 femmes et un sacristain au couteau, au sein même de l'église. Cet attentat terroriste a déclenché des réactions au niveau mondial. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine, a déclaré sur Twitter que suite au terrible attentat de Nice, qu'une administration Biden-Harris travaillera à empêcher la violence extrémiste sous toutes ses formes. Donald Trump a également déclaré son soutien à la France et qu'il faudrait lutter pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'islamisme radical. Boris Johnson, le gouvernement iranien, l'Union européenne, l'Église catholique, la Turquie, tous se sont prononcés et ont condamné l'islamisme radical. À la suite de cet attentat, Macron, au lendemain du confinement, annonce la mobilisation de 7000 militaires de plus dans le cadre du plan Vigipirate pour protéger les lieux de culte. Et le Premier ministre Jean Castex
hausse le niveau du plan Vigipirate au niveau urgence attentat, qui est le niveau le plus élevé. Alors Geroyd, cette nouvelle attaque dans une église qui s'est produite en France, qu'est-ce que cela vous inspire ? Premièrement, il faut contextualiser les attentats dans les guerres contre le terrorisme en général, l'immigration de masse en France, des musulmans, etc. J'ai posté hier soir Marcel Lefebvre, l'archevêque Marcel Lefebvre, qui disait il y a 40 ans, je pense, ou plus, cela se produira si vous continuez d'importer des musulmans en masse comme ça en France. Ce n'est pas compatible, bien évidemment, avec la civilisation chrétienne. Maintenant, on veut militariser les églises. Je pense que bientôt, ils vont être fermés pour les protéger. Je pense qu'il faut fermer les églises pour protéger les églises. Hein. Et je pense que c'est la direction qui veut mener l'Église, le pape François. Parce qu'il y a un souci qui va interdire la messe en latin. Et on voit que la messe en latin aux États-Unis, en particulier, il y a une énorme croissance des messes en latin partout aux États-Unis. C'est en train de croître du temps. Je pense même chose en France depuis le motu proprio de Benoît XVI. Donc, je pense en Irlande déjà, l'église donc les églises sont fermées, la messe est interdite. Et nous sommes maintenant, on était appelé une fois le pays le plus catholique du monde. Maintenant, on est le pays le plus mondialiste, anti-catholique du monde, numéro 1. Tout à fait, ouais. Alors vous, ça vous fait penser, de la même manière que le virus est un peu le prétexte parfait pour mettre en place les structures de gouvernance globale, le terrorisme devient de plus en plus également un prétexte pour permettre la surveillance généralisée de la population, la fermeture des églises. Oui, il faut parler de tous ces attentats, parce que, en tout cas, prenons l'exemple de ce mort récent de Samuel Paty, de ce professeur, parce qu'il faut contextualiser tout ça. Maintenant, tous les journaux sont en train de parler de l'éducation nationale comme l'âme de la République. C'est l'âme de la République, donc l'éducation nationale. C'est extrêmement important. Donc, il y a une espèce de sacralisation de l'éducation nationale. Au moment où le pape François a sorti un encyclique Fratelli Tutti, nous sommes tous frères, où en fait, il a à peine cité Jésus-Christ et maintenant, nous sommes tous frères dans la République universelle des droits de l'homme, etc. Donc, en fait, c'est un encyclique qui aurait pu être écrit par Rousseau. Bon, il cite lui-même, c'est-à-dire que c'est un nouveau magistérium de l'Église. C'est le magistérium de Pape François lui-même. J'invite nos auditeurs à aller jeter un œil à cette nouvelle encyclique qui est sortie le 3 octobre 2020, qui est assez hallucinante. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à la lire, j'avais l'impression de lire l'idéologie mondialiste de base, un livre de Soros. Oui. Il commence en parlant de dire que le monde actuel va mal parce que les sociétés sont fermées, les politiques sont fermées, et qu'il faudrait opposer à ça la société ouverte, l'ouverture au prochain. Il parle du fait que tous les hommes devraient être unis autour d'une fraternité humaine, unifiée autour d'une paix universelle, que tous les hommes sont unis parce qu'ils sont les enfants de la terre. Donc cette phrase, moi, m'a vraiment frappé. Le pape qui dit que les hommes sont les enfants de la terre et pas les enfants de Dieu. C'est-à-dire que les hommes sont reliés non pas par le père spirituel, par des valeurs qui transcendent la simple matérialité, mais simplement par des valeurs biologiques. C'est le contraire de ce qu'enseigne l'Église. L'Église enseigne bien évidemment que l'homme est fait imago Dei, l'image de Dieu. Maintenant, l'homme est fait imago terrae, l'image de la terre, quoi. C'est un renversement total de ces valeurs de catholicisme. Mais dans cette encyclique, ce que j'ai trouvé assez parlant de tout ça, c'était là où il parle de débat. Parce que il dit il faut arrêter d'avoir des débats des opposants.
Il faut des débats. Une unification générale de la pensée. Il faut des débats, faut en fait, les débats, où tout le monde est d'accord. Absolument, ouais. Et en fait, c'est exactement ce qui est le problème dans la société. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur rien, quoi. On ne peut plus rien dire. Donc, là, c'est important de parler de ça dans le contexte des attentats et surtout commençant avec l'interdiction de l'école à la maison et prétexte islamiste qui a précédé le mort de Samuel Paty. Bon, on a utilisé le prétexte islamiste pour dire que ça ne va plus être possible pour des parents d'enseigner leurs enfants à la maison. Donc, un moment où, en fait, on impose des conditions impossibles pour les enfants à l'école. Maintenant, on passe le port de masque pour les petits enfants de 6 ans. À partir du CP. Plus pouvoir respirer. Et donc, on va parler de ça tout à l'heure parce que, bien évidemment, pas seulement le masque inutile, mais c'est dangereux, et surtout pour l'enfant. Il y a un manque d'oxygène, etc. Et donc, c'est très, très grave ce qui se passe. Mais on a passé les lois interdisant l'éducation à la maison, ce prétexte islamique. Et puis, il y a l'assassinat de Samuel Paty. Donc, maintenant, l'assassinat, il faut condamner. C'est un énorme crime. C'est ce qu'on voit pratiquement tous les jours, d'ailleurs, en Syrie, avec fait par des djihadistes soutenus par Macron. Voilà, donc c'est ce on a parlé de ça on n'arrête que de dénoncer ça depuis 10 ans. J'ai suivi ça en Libye pendant longtemps. J'ai regardé moi-même, j'ai dû regarder des vidéos des islamistes en coupant des têtes de gens. Oui. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est vraiment horrible. Et je pourrais parler de pire parce que quand j'étais en Syrie, là, ce que les gens m'ont dit, c'est vraiment l'horreur. Donc, pour la première fois, beaucoup de Français qui ne savent rien de ça parce que les Européens ne savent pas ce qui est vraiment la guerre islamiste. Maintenant, il y a l'horreur, bien évidemment, l'horreur. Un professeur décapité dans la rue par un islamiste, c'est incroyable. Oui, c'est atroce. C'est incroyable. Donc, il y a l'effet de choc, bien sûr. Mais là, on n'a pas parlé du fond. C'est quoi le fond de cette histoire? Le fond, c'est quoi? On a eu l'interdiction de l'école à la maison, puis cet attentat. Et puis, l'éloge de l'école, l'éloge de l'éducation de la République. L'éducation et des valeurs de la République. Maintenant, ils vont imposer la lecture de textes à l'école, des textes classiques de la République, je ne sais pas, Jaurès, etc. Donc, chaque matin, je ne sais pas, on va faire salut la République un peu à l'hitlérienne. Voilà. Mais ce qui est oublié, ce qu'on n'a pas parlé, c'est les parents, le principe en fait comment dirais-je, le principe de l'autorité parentale. Parce que bien évidemment, il y a des musulmans en France qui ne sont pas d'accord avec certaines choses enseignées à l'école, notamment l'éducation sexuelle des enfants. Des ateliers de masturbation, etc., qui font, par exemple, en Allemagne déjà. Oui, et en Irlande. Oui. En Irlande, c'est encore pire. C'est incroyable ce qu'on fait à l'école. On fait venir des groupes LGBT pour enseigner les sexualités aux petits-enfants. Et on a, en Irlande, le ministre de l'Éducation, pas le ministre de l'Éducation, on a le ministre des Enfants. Ministre des Enfants. Le ministre des Enfants en Irlande, c'est un homosexuel qui est un ami d'un pédophile anglais qui s'appelle Thatcher et qui a fait la promotion de la sexualité de l'enfant et a dit que la pédophilie, c'est bénéfique pour les enfants. Ce qu'a dit Thatcher, c'est un ami de notre ministre des Enfants en Irlande. Et c'est le deuxième, parce qu'avant, on avait ce gars-là, on avait une lesbienne. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui a des enfants, qui s'occupe de. Mais il y a beaucoup de musulmans en France qui sont contre ça. Et il y a eu des journées de retrait des enfants de l'école. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais enjeux. Absolument. Et les objections des musulmans sont tout à fait raisonnables.
Et là, il y a un enjeu où les musulmans et les catholiques, tout le monde peut s'unir et dire voilà, il y a un délire là, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire tout ça. Et là, il y a un vrai débat à avoir. Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais revenir précisément sur le domaine de l'éducation. L'interdiction de l'école à la maison et la glorification de l'éducation républicaine arrive au moment où vous me parliez du plan mondial pour l'éducation. Oui, le pacte mondial de l'éducation, parce que c'est pas par hasard que tout tombe en même temps, à mon avis. Maintenant, on a la sacralisation de l'éducation nationale en France, et donc les valeurs de la République universelle, et cette encyclique de Pape François. Et je pense que pour comprendre ça historiquement, il faut rappeler que la France est le fille aîné de l'Église, que la mission de la France, c'était d'être le côté temporel, le pouvoir temporel. Le bras armé temporel de l'Église. Le bras armé temporel de l'Église. Et qu'à l'inverse, la fonction de la République universelle, c'est d'être le bras armé de l'anti-Église. Donc le pape François, il va avoir besoin, pour le pacte mondial sur l'éducation, de Macron. Et Macron et les valeurs de la Révolution française. Parce que ce sont des valeurs de la République universelle anti-catholique. Donc, je dirais que comme la France est la fille aînée de l'Église, la France aussi est la fille aînée de la République universelle. Et il faut que l'Église soit l'anti-Église pour que ça marche. Parce qu'il faut que la République universelle ait une religion. Est-ce que les deux avancent de concert? On ne peut pas avoir un État mondial sans une religion mondiale. Et donc, il faut que ce soit l'Église. Parce que l'Église a la structure et l'autorité. Et bien évidemment, la République universelle, toute cette idéologie mondialiste, c'est maçonnique. Donc, c'est la franc-maçonnerie. Le pape lui-même est franc-maçon. C'était confirmé, par un franc-maçon argentinien de très haut niveau que le pape est franc-maçon. Il est déjà inscrit sur Rotary International. Donc, à mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais donc, comme la France a ce rôle comme fille aînée de l'Église, la France républicaine, c'est la fille aînée de l'anti-Église. Et donc, l'anti-France, anti-Église, le deux vont ensemble. Et juste pour revenir très brièvement sur le contenu de ce pacte pour l'éducation au niveau mondial, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? La base, c'est Common Core. Et je ne sais pas si les Français ont entendu parler de Common Core. En fait, c'est un nivellement. C'est un nivellement total, un abaissement total des niveaux d'éducation pour créer un système d'éducation mondiale. Donc, il y a un système que petit à petit, tous les pays vont adopter. Ouais. C'est déjà été introduit aux États-Unis par Obama. C'est appuyé par Gates, par Soros. Par Bill Gates. Bill Gates est un grand défenseur. Bill Gates qui n'a pas fait des études supérieures, qui n'a pas de diplôme, et qui est maintenant l'expert numéro 1 en médecine mondiale et qui est le grand financier de l'OMS. C'est appuyé par Gates et beaucoup d'autres mondialistes. Et en fait, là où ça a été introduit aux États-Unis, c'est une catastrophe parce que il y a des enfants qui n'arrivent plus à compter. Donc, ils font une restructuration des savoirs élémentaires qui font que absolument. La base n'est même plus acquise. La lecture, l'écriture, le calcul. C'est absolument catastrophique. Donc, Trump était contre, mais il n'a pas pu changer les lois parce qu'aux États-Unis, c'est une fédération. Et comme des lois ont déjà été passées dans plusieurs États, et il n'a pas pu changer ça. Mais, les États majorité démocrate, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Ouais. Donc, en fait, c'est un système égalitaire d'éducation qui ruine la pensée. Et en fait, c'est le but de ces gens-là. Pour revenir sur la République universelle internationale et un système d'éducation internationale, un aspect important de tout ça, c'est d'avoir une histoire de monde officielle. Une mémoire universelle. Et pour une le mémoire, peuple universel. mémoire. Donc,
la France est très avant-garde dans tout ça. Parce que c'est le seul, si je ne me trompe pas, c'est le seul pays, en tout cas en Europe, où on passe des lois sur l'histoire. Depuis les lois Grisot, en tout cas. Ouais. Et donc, ce qui est frappant, c'est qu'en France, on a passé la loi Grisot et puis on a passé un autre sur l'histoire du génocide en Arménie. L'histoire du génocide arménien, tout à Oui, fait. l'histoire du génocide arménien. Et en fait, c'était passé, je pense que c'était officialisé en 2016. Donc, on avait fait le projet de loi, je pense, en 2011. Et on se demande, attends, pourquoi on passe une loi sur l'histoire d'un autre pays, d'un autre siècle? Alors, l'Arménie, c'est pas... Pourquoi on passe des lois sur les génocides? Après, qui en France a étudié les génocides en Arménie? On l'a entendu, mais c'est pas exactement. Il faudrait chercher des livres. Il faut, je sais pas. Quand il y a un génocide, l'historien va chercher des livres. Donc, s'il y a pour et contre, on va lire les deux. C'est ce qui fait les historiens. On ne peut pas dire. C'est ce qui fait la recherche de la vérité. Il y a un génocide dans un pays et donc vous n'avez plus de droit de rechercher. En fait, sur ces génocides en Arménie, il y a bien évidemment deux versions de cette histoire. Les Turcs disent que ce n'était pas exactement un génocide et qu'on falsifie l'histoire pour blâmer les Turcs. Les Arméniens disent le contraire, que c'était bien un génocide, etc. Mais que sais-je, si je ne l'ai pas étudié? Donc, en fait, si on passe une loi, ça veut dire que je n'ai pas le droit de savoir ou même de poser des questions sur la version turque de l'histoire. Il y a aux États-Unis où on a la liberté d'étudier l'histoire. Il y a un historien qui s'appelle Justin McCarthy qui a écrit un livre et qui s'était basé sur les documents des ministres des Affaires étrangères britanniques de l'époque, où Lord Viscount Bryce était l'un des officiers les plus de Foreign Office à l'époque, et Lord Viscount Bryce avait un projet aux affaires étrangères. Il faut comprendre que la Première Guerre mondiale, ce n'est pas si simple que des méchants contre les biens. Bien évidemment, les Anglais voulaient casser l'alliance entre l'Allemagne et l'Empire ottoman. Ils voulaient faire tomber l'Empire ottoman. Et pour faire tomber l'Empire ottoman, il y avait les revendications, bien évidemment justes, de toutes les nationalités de cet empire, dans les Balkans, les Serbes, les Arméniens, etc. Et donc, les Anglais avaient noué des contacts très, très importants avec les Arméniens à l'époque. Et selon l'historien, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que c'est interdit. Hein, on va me pardonner. Hein, je cite un autre historien. Ce n'est pas mon opinion. Je n'ai pas étudié. Juste pour rappeler, je n'ai pas étudié l'histoire arménienne parce que c'est interdit. Donc, je cite tout simplement que c'est un historien américain, Justin McCarthy, qui dit que ce qu'il disait Lord Viscount Bryce, parce qu'il a fait un rapport pour le gouvernement britannique, mais c'était aussi pour la presse à l'époque. C'était pour la presse grand public en Angleterre pour justifier les incursions anglaises et françaises contre l'Empire ottoman. Donc, Justin McCarthy dit que c'était du pure propagande des affaires étrangères, du département des affaires étrangères britanniques à l'époque. Et donc, il a dit que il y a eu à l'époque deux côtés. Il y a eu des massacres, il y a bien eu des massacres contre les Arméniens, mais il y a eu aussi des massacres contre les Turcs. Et donc, c'était plutôt une guerre civile qu'un génocide planifié, etc. C'est son opinion. Mais ça, c'est interdit en France. Donc, bien évidemment, je suis d'accord avec l'histoire officielle. Hein. Oui, je ne vais pas le remettre en cause. Hein. Il faut pas. Donc, en fait, c'est ça. La France est assez surprenante sur cet égard parce qu'un pays intellectuel où on interdit l'histoire, ça veut dire que finalement, on ne peut plus faire on peut plus réfléchir, tout simplement. On peut plus réfléchir. On va juste apprendre par cœur une chronologie monolithique qui nous dit c'est passé ça. Cette interdiction-là fait que, si je compare la France, par exemple, Domenico Lo Soldo, que je connaissais parce que j'ai traduit ses textes. Il avait écrit un livre sur Staline, par exemple, et à l'époque, on parlait de la France. Et il m'a dit, en fait, tout ce qui est historique est très mal étudié.
Parce que et je pense que c'est l'effet de loi Caïsso. Même les communistes français n'ont pratiquement rien fait sur l'Union soviétique. C'était très, très faible. Il fallait aller... les Italiens étaient mieux, mais en fait, l'effet de tout ça, c'est que maintenant, on passe des lois sur l'histoire de plus en plus. Donc, il y a une loi sur le génocide en Arménie. Il y a une autre sur le génocide en Rwanda. Et tout ça sert à l'unification d'une Le problème, c'est qu'il y a plusieurs livres sur le génocide en Rwanda. C'est assez compliqué. Charles Onana l'a étudié beaucoup. Il a écrit des livres, un livre très, très important qui s'appelle « Setu Tutsi ». Je le recommande fortement. Pierre Péan, beaucoup d'historiens aux États-Unis. C'est très, très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, peut-être bientôt, ça va être interdit même de poser de questions sur le génocide en Rwanda. Et le génocide en Rwanda, il faut savoir que dans le système mondialiste, c'était Kofi Annan qui a rédigé les dossiers qui servaient de base pour la doctrine de responsabilité de protéger, qui justifie toutes les guerres humanitaires. Depuis, c'est plus jamais ça. C'est plus jamais ça. Donc, il n'y a pas de questions non plus sur le génocide au Rwanda. Donc, bientôt, il n'y aura plus de questions sur rien de tout, quoi. Donc, chaque histoire va être officialisée, illégale, et donc, ça va être illégal de remettre en cause l'histoire officielle de la République officielle mondiale. Donc, c'est ça la direction, en fait, de tout ça. Et donc, l'éloge de l'éducation nationale, il faut le dire, quelqu'un qui pense que la liberté d'expression, c'est de montrer le prophète Mohammed, c'est un imbécile, il faut le dire. Donc, si un prof français pense que enseigner la liberté d'expression et la pensée critique consiste à insulter les musulmans, notre groupe religieux, c'est un crétin qui ne devrait pas enseigner. Donc, la vraie liberté, la vraie question, c'est ce dont j'ai parlé là. Absolument. Est-ce qu'on a le droit de penser différemment? Est-ce qu'on a le droit de remettre en cause l'autorité? Et d'où vient cette autorité? Voilà. Alors, pour en revenir à nos sujets, nous allons désormais parler des élections américaines qui sont imminentes et qui voient s'opposer le candidat mondialiste Joe Biden à l'actuel président en vigueur Donald Trump. Donald Trump qui est régulièrement critiqué et maintenant insulté, notamment lors du premier débat qu'il a opposé à Biden. Il est insulté dans les médias d'obédience mondialiste, où on l'accuse pour sa gestion raciste de la crise du Covid, car il y a eu plus de morts noirs que de morts blancs aux États-Unis. On l'accuse de laisser les Noirs mourir. On l'accuse de sympathie à l'égard de mouvements fascistes qui lutteraient contre les nobles antifas et autres groupuscules noirs type Black Lives Matter. On l'accuse pour son programme économique anti-écologique. Gerold, qu'est-ce que vous pensez de cet acharnement sur le président américain? Bon, j'ai dit récemment sur les réseaux sociaux qu'il y avait 7 péchés de Donald Trump, les 7 péchés mortels, on va dire. 7 péchés capitaux de Donald Trump. Les capitaux de Donald Trump. Et en commençant par le réchauffement climatique. Je précise, c'est ce que les mondialistes et les gauchistes trouvent de péché chez Donald Trump. Qu'est-ce qu'il ne fait pas de bien? Je disais à l'époque, en 2016, que si Trump il faut le prendre en sérieux si il dit il fait ce qu'il dit sur le réchauffement climatique. L'accord de Paris qui était vraiment une catastrophe. Si on applique toutes les mesures, c'est le fin de la vie pour tout le monde, et on va plus pouvoir vivre. Et c'est la classe moyenne, c'est les ouvriers, c'est les pauvres qui vont souffrir. Les riches, ils ont déjà bénéficié de tout ça, mais en tout cas, parlons de réchauffement climatique. Trump, il est sorti de ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas... il est sérieux parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de possibilité d'un gouvernement mondial centralisé, technocratique, sans le régime vert, sans la révolution verte.
Et ce n'est pas une révolution verte, c'est une révolution anti-nature, c'est une révolution qui va détruire la nature même. Tu mets des éoliennes, on a un énorme problème en Irlande maintenant avec la destruction totale de l'environnement par ces éoliennes stupides qui produisent pas d'énergie et qui détruisent qui tuent les oiseaux et les animaux autour et qui sont extrêmement polluants et aussi mauvais pour la santé. Il faut pas être trop... et ils veulent les mettre partout, ces crétins. Ça va rien produire, on le sait. Et maintenant, même les écologistes, on l'a vu récemment que Michael Moore, qui est très, très adoré par les gauchistes, Michael Moore, il a sorti un film en disant faut arrêter de déconner sur tout ça. Hein. C'est quand même, si on veut être de gauche et écologiste, il faut essayer d'être intelligent. Donc, en fait, maintenant, ils se rendent compte que là, pendant trop longtemps, ils ont été vraiment, vraiment nuls. En tout ce qui concerne l'environnement. Donc, Trump, il est sorti de ces traités. C'est très important parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir central mondial sans ça. Et là, quand on parle de sionisme, etc., Trump, il est contrôlé par Israël et les sionistes, etc. Bon, bien évidemment, il n'a rien dit contre Israël. Mais il faut comprendre que il y a une énorme divergence entre Trump, je l'ai déjà dit plusieurs fois, entre Trump et Netanyahou sur cette question. Netanyahou est pro-réchauffement climatique. Oui, donc là, il y a une divergence. Et là, c'est fondamental. Ça veut dire que Trump va dans l'autre direction. Et il faut aussi le niveau d'inculture en ce qui concerne tout ça, c'est assez incroyable. Si on demande à quelqu'un d'où ça vient, d'où cette théorie vient, ils vont pas pouvoir répondre. Par exemple, qui l'a inventé, le réchauffement climatique, qui était derrière, qui était le scientifique qui a marqué l'histoire avec cette théorie sur le réchauffement climatique, personne ne peut répondre. C'est Roger Revelle. Et Roger Revelle, c'était le scientifique qui travaillait à l'époque, dans les années 50, avec les militaires américains, dans les expérimentations sur les êtres humains des bombes nucléaires. On travaillait sur le Pacifique à l'époque. Et lui, il était impliqué dans ça. Son partenaire Zeus était un rescapé d'Autriche, du régime Hitler de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait travaillé dans le nucléaire dans le Troisième Reich. Ils avaient publié un article dans les années 50 où on discutait l'hypothèse d'un possible réchauffement climatique dû à l'homme. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de pollution. On voyait qu'aux États-Unis, avec les voitures, etc., il y avait énormément de ce qu'on appelle smog, non? Beaucoup de fumée dans l'air. De brouillard. Donc, c'était une question tout à fait raisonnable de poser. Mais qu'est-ce qui se passait après? Roger Revelle, il travaillait à Harvard il a créé en fait un département de contrôle des études de la population. C'était l'après-guerre où les États-Unis vraiment étaient investis dans la gouvernance mondiale, la démographie, combien de gens dans chaque pays, les ressources naturelles, etc. Et est-ce que ça va poser un problème? Est-ce que les gens vont se révolter? Et comment on va trouver toutes les ressources possibles, etc. Donc, la recherche de Revelle, de réchauffement climatique, c'était vraiment dans l'optique de la gouvernance mondiale. Et puis, il a eu un étudiant qui s'appelle Al Gore. Al Gore était un cancre. Il n'était même pas connu par Revelle, mais Al Gore, il a créé sa politique de réchauffement climatique grâce à Revelle. Donc, il a créé un lobby écologiste au moment où, en fait, les partis démocrates étaient en train d'abandonner les syndicats. C'est-à-dire que ce n'a jamais été un parti authentiquement de gauche, parce qu'il faut remonter à l'histoire. C'était le parti des esclavagistes, c'était le parti de Ku Klux Klan, etc. Mais ils ont pu, dans les années 60, gagner les syndicats pour des raisons tout à fait cyniques. Mais même au moment là, c'est-à-dire l'âge d'or du néolibéralisme, c'est-à-dire l'âge plutôt de Clinton,
on va dire Reagan et Thatcher, c'est à ce moment-là que le discours réchauffement climatique commence à prendre mesure. Et il faut rappeler aux gauchistes que c'était Thatcher en Angleterre qui a cassé la lutte ouvrière des mineurs avec justification que le charbon c'est polluant et il y a le réchauffement climatique. Elle a été demandée à faire ça par le Bilderberg parce qu'elle a été sélectionnée par eux. Et c'était surtout de changer l'économie anglaise. Et bon, les ouvriers, il y a des endroits en Angleterre où ils ont tout perdu. Mais c'est dommage que le parti de gauche en Angleterre n'ait jamais parlé de ça. Oui, et c'est dommage non plus qu'il ne parle jamais de ça aujourd'hui, alors que Piers Corbyn, le frère de Jeremy Corbyn, grand scientifique, astrophysicien anglais, est un grand sceptique de cette théorie de réchauffement climatique anthropogène. Donc, tout ça pour dire que ça a été censuré. Et depuis Trump, ce n'est plus censuré aux États-Unis, en tout cas pour parler. C'est plus. Maintenant, on discute au moins. Alors que c'était pratiquement interdit. Il a remis ça sur la table. Je pense que bientôt, on va passer une loi aussi. Il faut passer une loi contre la négation du réchauffement climatique. Négation du réchauffement climatique. Donc, alors ça, c'est son premier péché capital. On peut compter sur la République universelle. Ils vont le faire. Ouais. Ça, ce serait son premier péché capital. Du coup, le refus du dogme du réchauffement climatique. Et le deuxième, c'est des guerres étrangères non justifiées, des guerres injustes. Donc, Trump, depuis le début, il est anti-guerre et c'est quelqu'un qui a toujours été détesté par les néoconservateurs, notamment Bill Kristol et Paul Singer et d'autres, mais il déteste Trump parce qu'il faut comprendre que le néoconservatisme, c'est une nouvelle forme de trotskisme. C'est une idéologie de gauche. On en a parlé avec Indy. Oui, déguisée en idéologie de droite. Et en fait, c'est les néoconservateurs qui menaient Bush, qui dirigeaient le régime de Bush, et le régime d'Obama, et le régime de Clinton, etc. Donc, depuis très longtemps, depuis Reagan, en fait, parce que quand en 1983, c'était le moment où le National Endowment for Democracy a été créé. C'était pendant la présidence de Reagan. Donc Trump, en fait, c'est une rupture avec cette idée que les États-Unis devraient être les policiers du monde et intervenir partout et que l'armée américaine, un statut moral supérieur à celui de toutes les autres armées. Missionné à aller partout, etc. C'est un nationaliste. Il pense que l'armée américaine devrait défendre les intérêts des États-Unis à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire rester chez eux. Hein. Et c'est assez hallucinant de voir tous ces gauchistes contre Trump, alors qu'il fait exactement ce que normalement la gauche devrait vouloir, c'est-à-dire qu'il reste chez eux, qu'il arrête leurs invasions d'Irak, Syrie, Libye, etc., qu'il arrête de nous dicter la loi. Alors que non, c'est l'opposé en fait. La gauche réclame l'intervention, la guerre, quoi. Oui. C'est la gauche trotskiste. La gauche trotskiste, bien sûr, c'est toujours le même. Donc, Trump, on peut dire, après, les États-Unis sont encore en Syrie, ils sont encore impliqués dans des guerres un peu partout dans le monde, mais il y a aussi la réalité que Trump, il a dit lui-même, il est soutenu par les militaires, il est détesté par le Pentagone. Donc, il y a la réalité de l'état profond, il y a l'état profond de complexe militaire industriel qui est contre lui. Et donc, on ne peut pas non plus attendre qu'il va régler tous les problèmes du monde en 4 ans. Il y a les États-Unis maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est très complexe quand même. Il n'y a pas seulement l'état profond des États-Unis, mais il y a tous les autres États dans l'alliance transatlantique, etc. C'est une construction générale qui est en place, et qui avance depuis des décennies. Oui, on ne peut pas juste dire que c'est fini, on ne va plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà impliqués un peu partout et c'est pas si facile ça d'arrêter les guerres. Le troisième péché capital de Donald Trump. C'est le port des armes. Parce que le deuxième amendement. Le deuxième amendement. Je pense que si vous voulez avoir une république qui veut dire
quelque chose et que si les citoyens sont vraiment libres, le droit de porter des armes, c'est fondamental. Et je pense que c'est maintenant qu'on comprend plus les valeurs américaines, alors qu'en Europe, on n'a jamais eu ça. C'est parce en que Europe, le monopole, ça a été toujours la masse armée pour un temps, pendant une journée, 2 journées, une semaine, pour aider à renverser un régime. Et ensuite, la nouvelle classe dirigeante qui récupère les armes auprès de la plèbe, de la masse, parce qu'elle n'a plus besoin d'eux. La masse sert à chaque fois d'idiots utiles pour les renversements de régime, pour l'avancée. Il fut une époque où les communistes étaient aussi de l'opinion qu'il fallait armer le peuple. Le peuple devait être armé pour se protéger contre la prise de pouvoir par un petit groupe. Par exemple, en Albanie socialiste, le peuple était armé. Tout le monde a porté des armes. Et donc, l'idée, c'était, bon, si tu portes une arme, ça veut dire que tu es libre, quoi. Tu n'es pas contrôlé par la police et l'État. Il y a une statistique assez marrante. Il y avait Obama qui avait tenté de réduire le port d'armes dans certains États des États-Unis. Et dans les États où il avait interdit à certaines armes d'être vendues, il y a eu une recrudescence énorme de la vente d'armes illicites. Et paradoxalement, il y a eu beaucoup plus d'armes en circulation sous Obama, qui a voulu en interdire au sein des États-Unis, que sous Trump, qui les a réautorisées. Et puis, parce qu'on va peut-être dire qu'il y a trop d'attentats, il y a par exemple beaucoup de violence à l'école aux États-Unis, c'est vrai, et pratiquement tous les années, on entend quelque chose qui se passe. Problèmes également. Ouais, après, on peut se poser des questions sur beaucoup de ces attentats, pas toujours, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aussi il faut dire que c'est comme Trump l'a dit lui-même, c'est pas le pistolet qui tue, c'est les personnes qui l'utilisent. Et donc, il y a aussi un problème des États-Unis, le mondialisme a détruit l'enfance. Donc, quand tu fais la promotion de Hollywood, toutes les valeurs de Hollywood, etc., de MTV et toute la télévision mondialiste, tu vas avoir des gens qui passent leur temps à faire des jeux vidéo, etc., et la pornographie. Bon, bien évidemment, tu vas avoir ces types-là tarés un peu partout. Mais donc, en Suisse, il y a pas mal de gens qui portent des armes, mais il n'y a pas ces problèmes parce que c'est plus civilisé. Dans certains pays de l'Est aussi. Oui, donc c'est pas l'arme qui tue, c'est la personne. Donc, 4e péché de Donald Trump, c'est il s'en prend aux trafiquants d'enfants. C'est un sujet pratiquement tabou, mais c'est le plus grand problème du monde. Il y a un enfant qui disparaît chaque minute dans le monde et on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qui se passe. Trump a fait beaucoup de choses pour vraiment faire la guerre contre le trafic d'enfants. Et en fait, là où ce qui est ignoré par les médias ou falsifié, c'est que à la frontière avec le Mexique, il y a beaucoup de trafiquants d'enfants. Donc, ce sont des adultes qui arrivent avec 2 enfants. Et en fait, les polices, s'ils n'ont pas de passeport, comment savoir si sont vos enfants ou pas? Après, on peut regarder peut-être la semblance, mais en général, le policier, il a besoin d'identification. Donc, s'il n'y a pas d'identification, il faut le détenir. Et puis, il faut essayer de savoir. Donc, il faut séparer les enfants des parents parfois pour savoir si est-ce que c'est ton papa ou pas. Et sinon, il faut chercher les parents. Donc, il y a ces problèmes à la frontière parce que les trafiquants de drogue, ils prennent des enfants avec eux. Parfois, les enfants sont utilisés, ils sont vendus, etc. Et donc, il y a un énorme problème. Donc, avant la dernière élection de Donald Trump, il y a eu l'affaire de Pizzagate. Donc, tous les médias disent c'est une théorie de complot. Ce n'est pas une théorie de complot. On a déjà vu les preuves, des images des enfants torturés, d'Epstein et de ses amis. Et en fait, de Podesta, qui était le chef de campagne de Hillary Clinton, de son frère, dans leur maison. Tout ça a été publié. On sait déjà que le réseau existe. On sait que les gens impliqués dans ça sont les cibles aussi de l'équipe de Trump parce que le général Flynn avait déjà tweeté sur ça. Donc, il avait déjà, avant l'élection américaine, et il faut savoir aussi que General Flynn, c'est le chef militaire de QAnon. C'est lui
qui a créé QAnon. QAnon existe. Après, la question, est-ce que QAnon, où ça va? Je ne sais pas. Mais QAnon existe. Il faut le prendre au sérieux. C'est un projet militaire et c'est General Flynn qui est derrière. Donc, trafic d'enfants, très important. C'est un sujet qui devrait être vraiment... je recommande Liz Crokin aux États-Unis. C'est une journaliste américaine qui parle beaucoup de ça. Et c'est aussi une grande priorité pour l'administration Trump. Numéro 5, alors, c'est la délocalisation. Combat contre les délocalisations. Oui, le combat contre la délocalisation. La réindustrialisation nationale. Enfin, bien évidemment. Arrêter d'aller produire en Chine. C'est un protectionniste. Donc, c'est dommage aussi que la gauche ne s'intéresse jamais pour la réalité. Du fait que maintenant, on a le président des États-Unis, pas seulement anti-impérialiste, mais aussi protectionniste. Donc, mais non, il ne s'intéresse pas à ça. Mais bien évidemment, faut comprendre que la vision de Trump, c'est que les entreprises américaines produisent aux États-Unis, qu'on paye les ouvriers suffisamment pour pouvoir vivre et avoir des familles. Et que aussi des services publics, les services sociaux soient accessibles. Et en fait, par exemple, en 2017, Trump a appelé Eli Lilly, le directeur d'Eli Lilly, qui s'appelle M. Ricks, à la Maison-Blanche pour discuter son plan de détruire Obamacare, de remplacer avec un autre système beaucoup moins cher et accessible pour le public. Donc, il a dit à Ricks, je pense, en tout cas, parce que Ricks avait parlé de son réunion avec Trump à l'époque, et il avait dit que le deal, c'est assez intéressant pour nous de quitter la Chine, venir aux États-Unis, et que nous sommes pour, c'est-à-dire, donc je pense que Eli Lilly, c'est une entreprise, par exemple, qui était peut-être favorisée par Trump. Et le deal, c'est vous allez payer moins d'impôts, moins taxes foncières, je ne sais pas, taxes corporatives, corporate tax. Bon, ce n'est pas une bonne chose, mais en contrepartie, vous allez produire des médicaments 80% moins chers. Et donc, on va casser les prix en moins 50% et jusqu'à 80%. Et il y a une vision générale, c'est pas simplement de la rentrée d'argent, il pense à la finalité de l'entreprise. Donc, en fait, Eli Lilly peut gagner parce qu'ils vont avoir le marché américain. Donc, ils vont être favorisés. Et puis, ils vont vendre des choses moins chères. Donc, ils vont créer de l'emploi pour les Américains. Et puis, il y aura l'accès aux médicaments moins chers, etc. Donc, en fait, c'est ça le deal. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, que Trump, quand il a eu le Covid, parce que personnellement, je ne crois pas, parce que je suivis assez de près. Mais en tout cas, s'il a eu... c'était assez intéressant qu'il avait mentionné Eli Lilly. Hein? Donc, Eli Lilly sont en concurrence avec Bill Gates. Bill Gates, il y a plusieurs projets dans tous les pays du monde, mais c'est Moderna qui le promeut le plus, et c'est Moderna qui veut, on va pas parler maintenant, on va parler peut-être dans une autre émission, mais Eli Lilly, c'est le concurrent de Gates. Et en fait, ils sont dans la production des drogues. Donc, tu prends les drogues, un des drogues qui s'appelle Regeneron. Et donc, Trump va vendre, donc le gouvernement américain va acheter ce drogue, et ils vont le donner gratuit à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez Covid, vous prenez Regeneron, et Trump a dit que c'est un miracle. Donc, il a dit que j'ai pris Regeneron, et dans 24 heures, je me sentais mieux que jamais. Donc, Trump a dit que le Covid, c'est rien du tout, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer de vivre normalement, etc. Là, les différences entre Trump et nos leaders, c'est assez hallucinant quand même. C'est effarant. Donc, ça, faut comprendre l'importance de tout ça pour nos libertés, parce que bien évidemment, maintenant, un deuxième confinement, on va nous imposer un vaccin. En Europe, ça va être forcé. Hein. On va forcer. C'est la ligne directe. Là. C'est-à-dire que vous sortez plus de chez vous sans vaccin. C'est pour ça qu'on fait un deuxième confinement. Et du coup, on va voir si Trump gagne au moins. Je pense que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, que l'année prochaine, ça va être mieux que jamais, il n'a jamais menti sur ce qu'il allait faire. Dans les 4 ans, j'étais très surpris moi-même parce que j'attendais pas.
Mais chaque fois, quand il promet, il livre. Hein. Il a cette capacité assez incroyable. Le sixième péché capital, c'est le christianisme. Et donc, il est favorable à la présence des valeurs chrétiennes au sein de sa politique. Une chose qu'il faut savoir sur Trump, c'est que sa mère était écossaise, très chrétienne, donc issue d'une famille très pauvre en Écosse, dans les îles l'ouest du pays. Et en fait, elle était serveuse pour la famille de Carnegie, Andrew Carnegie, qui était d'origine écossaise. Donc, en fait, elle était serveuse dans cette famille. Hein. C'est le côté modeste. Donc, elle s'est mariée avec le père de Trump, Fred Trump. Mais elle était extrêmement... Il y a tout... je ne sais pas si les auditeurs français savent qu'il y a toute une histoire mystique autour de Trump et son nom. Parce qu'en fait, il a été appelé Donald parce que quand elle était en Écosse, il y a eu un pasteur, un presbytérien, qui s'appelait Donald et qui, on disait qu'il avait réévangélisé l'île. Il y avait des gens qui avaient perdu le foi et c'était ce pasteur Donald qui avait donné une Bible aux tantes de Trump, qui était très pieux. Et sa mère l'a appelé Trump après ce pasteur. Appelé Donald. Donald, d'après ce pasteur qui a réévangélisé. Et en fait, il a encore à la Maison-Blanche ces Bibles. C'est les Bibles qu'il a brandissées quelques fois pendant les émeutes. D'accord, il y a une forme de présence un peu spirituelle. Oui, il y a aussi les prophéties catholiques. Il y a des prophéties d'un homme, un mystique qui était basé à Rome, qui avait dit, et là ça a été prouvé par un médecin, je n'ai pas les détails maintenant, mais on va peut-être en revenir, mais un prophète catholique qui a dit dans les années 80 que Trump allait réchristianiser les États-Unis. Donc là, ça a été prouvé parce qu'il avait déposé ces messages officiellement au Vatican. D'accord. Donc il y a beaucoup de catholiques qui comptent aussi sur Trump et il est entouré des catholiques. Hein. Ouais. Et ça à mettre en parallèle avec ce que vous disiez en début de partie, la recrudescence de la messe en latin aux États-Unis. Et aussi cette nouvelle élite catholique, c'est-à-dire des femmes comme... juge, Oui, et les femmes comme Amy Coney Barrett, d'origine franco-irlandaise, est très, très fière de ses origines franco-irlandaises parce qu'elle vient de Louisiane. Donc, elle parle français. Elle a fait elle a des origines irlandaises et cajetanes. Et donc, ce sont des gens très enracinés, très fiers de leur culture, etc. Et c'est une femme d'une énorme culture générale. Et son père était diacre de l'Église catholique, donc extrêmement catholique. Elle a 7 enfants, 2 enfants adoptés noirs. Hein, les démocrates ne vont pas aimer ça. Et donc, bien évidemment, il y a tout le souci qu'avec elle à la Cour suprême, ça va tomber mal pour les démocrates. Donc, le christianisme, c'est vraiment de plus en plus important pour Trump. Il faut savoir que Trump n'était pas du tout un homme religieux. Hein. C'était un libéral de gauche, pas de gauche, mais un libéral. Oui. Et en fait, c'est pas du tout quelqu'un, c'est pas religieux. C'est de plus en plus. Sa femme, Melania, elle est très religieuse. D'accord. Et c'est elle qui est catholique. Donc, en fait, Trump, il n'est pas officiellement catholique, mais pour moi, c'est un président pratiquement catholique. Il a pratiquement toutes les valeurs universelles catholiques. Et entouré... je ne veux pas dire qu'il a toutes les valeurs catholiques, mais il s'insère dans un processus de réchristianisation générale et où les gens voient de plus en plus, en fait, cette bataille-là, c'est entre Satan et Jésus-Christ. Là. C'est complètement spirituel maintenant. Oui. Et les généraux autour de Trump, comme Mike Flynn, même chose, A.J. Barr, même chose, tous catholiques des traditions. Par exemple, Steve Bannon, il a interviewé l'éditeur d'un journal récemment qui est le journal aux États-Unis de Saint-Pierre X, Remnant Newspaper, par exemple. Et ils viennent en France faire le pèlerinage à Chartres chaque année. Donc, en fait, il y a tout ça autour de Trump. Ce n'est pas du tout un président évangélique dans ce sens-là, même s'il y a
les évangélistes aussi, mais il y a une présence vraiment beaucoup plus profonde des catholiques, des traditions. Et donc, il faut pas confondre tout ça avec le faux christianisme de George Bush, par exemple. Oui, absolument. Et donc, pour en finir, le 7e péché capital, c'est que maintenant, tout le monde connaît le terme fake news, même en français. Oui. Et du coup, donc, on sait que dans le monde, il y a une bataille d'information. Bien évidemment, les gens écervelés, c'est ça le terme? Écervelés, tout à fait. Et les gens écervelés pensent que ce fake news, c'est tout ce qui dit Trump. Oui. Mais... Tout ce qui appartient à une certaine ligne, oui. mais qui ne font pas non plus un travail critique. Et bien évidemment, maintenant, on a des départements, je pense que bientôt, on va avoir un département de la vérité. Et bien évidemment aussi, c'est le travail de l'éducation nationale de dire ce qui est, comment cerner fake news. Il y a tout un site du gouvernement français sur le fake news, comment décerner le fake news. Et puis, donc on va y arriver pour que les enfants ne tombent pas dans les fake news, bien évidemment. On va passer une loi. Déjà, on a passé combien de lois contre fake news? Je pense que maintenant... Il y en a beaucoup qui passent même par l'intermédiaire de la Commission européenne maintenant. Oui. Donc, ce qu'il y a aussi, juste pour en finir avec les fake news, Trump, il a pratiquement toute la presse américaine contre lui, toute la presse mondiale contre lui. C'est vraiment ridicule. C'est quand même très intéressant tout ce qui se passe. Et là, en fait, les gens qui suivent tout ça, c'est la même non-sens, la même désinformation. C'est incroyable. Donc, je pense que pour nous, ça va dans la bonne direction. Maintenant, Trump aussi, juste pour en finir, Trump a décidé de passer une loi interdisant la censure par Big Tech en ligne, Twitter, Facebook, etc. Oui. Donc, ça va vraiment dans le bon sens parce que nous avons vu tous l'interdiction, la suppression des sites et des comptes YouTube. Et récemment, ils ont fait un énorme lavage de YouTube. Tous les comptes pro-Trump étaient supprimés, etc. Donc, j'espère que... Et les comptes patriotes en France aussi. Oui, bien sûr. Donc, je pense que s'il est réélu, qu'ils vont poursuivre Google, Facebook, toutes ces grandes entreprises, il faut casser leur monopole. C'était toujours voulu par Bannon. Bannon a parlé de ça pendant longtemps. Il faut aussi, je recommande, juste pour en finir, les films de Bannon. Parce que c'est un grand documentariste, il a fait des films vraiment, vraiment importants. Et il faut comprendre la vision de Trump, il faut comprendre la vision de Steve Bannon, parce que c'est lui le stratège. Il n'a pas maintenant le poste officiel, mais il travaille encore pour Trump dans le monde. Et c'est la première fois aussi que les États-Unis est dirigé par un penseur, parce que Bannon, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui est très raffiné, il étudie l'histoire, il a une vision. Donc, il y a toute une philosophie, en fait, derrière tout ça. Très bien. Alors, pour résumer, Donald Trump se pose en contradiction avec toutes les figures de la gouvernance mondiale. Il se pose en contradiction avec le dogme du réchauffement climatique, avec l'impérialisme américain qui est de tradition assez historique, avec le trafic d'enfants, avec les délocalisations. La mise en place de tout ce programme de gouvernance mondiale s'est dramatiquement accélérée lors de la période du Covid. Il constitue l'ossature du programme de la Commission européenne et de Joe Biden. J'invite nos auditeurs à se procurer les excellents derniers numéros de la revue Faits et Documents, les numéros 487, 488 et 489, qui sont consacrés au Great Reset et qui retracent la chronologie de la crise du coronavirus, avec en parallèle l'institution des structures de gouvernance globale qui a pour finalité l'instauration d'une paix universelle, c'est-à-dire d'un bolchevisme 2.0, qui vise la destruction de la classe moyenne entrepreneuriale au niveau mondial, de toute forme d'autonomie locale et personnelle, l'arasement de toutes les classes sociales pour ne laisser plus qu'une élite mondiale nomade face à une masse humaine informe, sans identité, sans travail, sans réflexion, entretenue par les médias, les machines, le revenu universel, le cannabis et la pornographie. Voilà ce qui se joue actuellement dans notre monde contemporain. Très chers auditeurs, cette 15e émission des Chroniques de la Paix universelle se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi.
J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ces temps troublés. Geroyd, merci pour votre intervention. Merci. Merci et à bientôt. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial.